Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur United Health Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le service Top Premium ici, le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui, qu'on appelle généralement vulgairement analyse fondamentale. En plus de cela, je vous partage également deux entreprises qui sont sous-évaluées chaque mois avec des notes d'analyse, c'est-à-dire que la note d'analyse ici, je prends en considération des éléments les fondamentaux de la compagnie, donc sur le plan qualitatif et quantitatif. Donc, on essaie de suivre également l'entreprise ici tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire ici que on prend, on achète. Non, c'est pour vous aider dans vos recherches. OK? Donc, chaque mois, vous avez droit à deux entreprises qui sont sous-évaluées. En plus de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives ici. En supplément de ça, quand je fais des analyses sectorielles, vous pouvez également avoir, à la demande, bien sûr, des notes d'analyse pour les entreprises qui sont liées à ce secteur-là, si jamais elles sont disponibles. De toutes les façons, si elles sont disponibles, je vous les mentionne généralement. OK? Donc, ici, l'entreprise en question, je pense que tout le monde connaît cette entreprise-là. Je pense que tellement on m'a demandé d'analyser cette compagnie-ci, et je vais vous dire pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait depuis. En fait, c'est une compagnie qui m'intrigue énormément dans le sens où c'est une compagnie d'assurance, mais qui ne se comporte pas du tout comme une compagnie d'assurance. Normalement, quand on a une compagnie d'assurance, par exemple, quand on est dans voilà, quand tu vas analyser une compagnie d'assurance, c'est simple, hein, tu vas regarder le tangible book value per share, l'évolution, le return on equity, etc. Mais ici, les actifs tangibles déjà par action sont presque négatifs. Et puis d'ailleurs ici, ce chiffre-ci, il faut déjà que j'aille vérifier si c'est vraiment le cas. Mais elles ont tendance, ces actifs tangibles par action ont tendance à être négatifs avec le temps. Et ça, c'est bizarre. Parce que les compagnies d'assurance, voilà, au niveau de la régulation, voilà, ce sont des compagnies financières. Qu'on se dise la vérité. Quand vous allez, en plus, l'assurance santé, quand vous allez donner de l'argent à cette compagnie-là, vous pensez qu'elle va faire quoi avec? Elle va aller investir. Comme ça, si demain vous avez un problème, c'est de ces investissements-là qu'on va tirer de l'argent pour pouvoir vous soigner. Ok, elle ne fait pas que ça. Elle a un autre service ici qu'on appelle Optum RX. Je pense que c'est plutôt un service ici pour le secteur médical. On pourrait aller voir ici en profondeur qu'est-ce qu'ils font réellement. Mais ces deux entreprises, ces deux entités ici en une. Et le service ici, je pense que Optum RX se comporte très très bien. Et puis d'ailleurs, pourquoi on ne va pas aller regarder les rapports financiers de cette compagnie-là? Elle les a publiés ici dernièrement, ça ne dérange pas non plus. Donc, on fait ça. Pour ceux qui savent, parfois on me pose la question, comment on fait pour arriver au niveau des rapports financiers? C'est simple, vous tapez Investor Relations et vous arrivez au niveau des rapports financiers ici. Une fois qu'on est dans les rapports financiers, on clique dessus et on va regarder. On a sorti ici le dernier rapport financier ici, c'est le 10Q. Donc, celui-ci, il est disponible. Donc, vous devez aller lire quand on prend ça ici. Donc, on prend le press release. Donc, press release ici, ce n'est pas le rapport financier en lui-même ici, c'est ce qu'on donne voilà. C'est ce qu'on distribue ici, c'est pour les médias, d'accord? Donc je vais mettre ici, non, 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 non. Alors, on continue ici. Alors, on regarde ici, full year, c'est bien passé. Cash flow from operation. On a ici 26 milliards ici, donc 1,3 fois les net income. On a ici le full year ici, à peu près le net earning à 21 dollars ici. Ah, donc, ça fait à peu près 5 dollars par action au dernier trimestre ici. On a également le full year ici, net income, le full year, voilà, quarter adjusted net, donc le earning ici ajusté, c'est 22 dollars par action. Donc, on continue ici. Je vais voir à peu près la segmentation ici. Donc, ça, c'est le PDF, donc on va le prendre comme ça. OK. J'essaie juste d'aller regarder ici par le secteur d'activité, par segment d'activité ici. D'accord? Donc, on va le prendre, on va aller regarder ça. Alors, est-ce qu'on a ça plus grand? Oh, c'est pas plus grand? Voilà. OK. Bah, je vais le zoomer. Oh, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. On va essayer. Alors, je vais aller au secteur d'activité. Revenu, 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 revenu. Où est-ce qu'il est? Revenu, marge. Donc là, c'est Optum. Donc ça, je pense que ça, c'est Optum Health Service Business Safe, Global Health and Care Market, including Payer Care. Donc c'est un service ici pour, voilà, c'est plutôt un service, c'est pas la compagnie d'assurance ici. Donc Optum, c'est plutôt un service ici pour les entreprises ici donnant des, enfin, je dis donnant des services de santé. Bref, elle aide ici les entreprises qui offrent ici des services de santé, si on va le dire comme ça. On va faire simple. C'est plus de la technologie à ce niveau-ci. OK? Donc, on a ici, c'est une entité ici qui pèse à peu près aux alentours de 182 milliards et qui a des bénéfices opérationnels de 14 milliards. On dit bien ici operating earning from operation, donc operating margin ici, de près de 14 milliards. Donc, je pense que c'est par rapport à ce segment-ci. Je pense que si on prend juste ce segment-ci, je pense que c'est un segment qui peut avoir des bénéfices nets aux alentours d'une dizaine de milliards ici. Et je pense que quand on regarde bien ici dans ces rapports financiers, dans le segment ici,
le segment qu'on appelle ça encore, le segment assurance. Ici, vous allez voir que le segment assurance, on dépense à peu près une vingtaine de milliards par an ici, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'avais regardé ça. Donc, Optum RX, je vais juste aller, voilà, on va juste regarder ça à ce niveau-ci. Voilà, ok. Donc, on voit à peu près la segmentation du revenu. Premium, c'est, quand vous voyez premium, c'est tout ce qui concerne ici le segment assurance santé. Donc, le premium ici, c'est ce que les personnes ont payé. Donc, vous et moi, c'est ce qu'on a payé. C'est nos polices d'assurance ici. Le paiement annuel ou bien mensuel, comme vous voulez. Ici, la partie product, la partie service, vous les voilà ici. Après, c'est la partie investment income. Donc, les investissements ici issus, enfin, les différents placements, etc. On les a ici. Peut-être que ce sont les dividendes, des choses comme ça. Donc, on a tout ça là. Donc, medical cost maintenant. D'accord. Ça veut dire que ça concerne uniquement la partie du premium. Donc, dans ce 257 milliards, on a dû payer à peu près 211 milliards ici pour les frais médicaux. Donc, il reste à peu près une quarantaine de milliards par là. Après ça, pour gérer l'entreprise, il y a des coûts opérationnels, il y a le prix, il y a également voilà, le cost of product sold ici, donc les coûts de fabrication des produits ici, les choses comme ça. Donc, peut-être qu'il y a de matières premières à ce niveau-ci. Donc, sur la partie product ici, donc peut-être également à ce niveau-ci. Donc, on descend un tout petit peu. Donc, c'est une entreprise ici qui rapporte à peu près une vingtaine de milliards en termes de bénéfices. Mais maintenant, la vingtaine de milliards provient d'où? D'accord, c'est l'ensemble de ces business-ci. Parce que quand on a celui-ci uniquement, donc ces deux business-ci seront liés. Donc peut-être qu'on va les prendre ici en cost of product, etc. Mais tout ceci, en fait, c'est une entreprise ici qui permet ici aux alentours de, comment on appelle ça? Tous ces services-ci sont liés à ce segment. D'accord? Donc, ici, elle peut peut-être perdre de l'argent, mais elle génère des économies d'échelle avec ce service et ce produit-ci, d'accord? Donc, c'est un 360. Tous ces segments-ci sont reliés entre eux, d'accord? C'est ce qui lui permet ici de dégager des économies d'échelle. Et maintenant, je pense que c'est également grâce à ces deux parties-ci qu'elle arrive à avoir à peu près des bénéfices, des bénéfices nets assez élevés année après année. Et quand on regarde ici les rapports financiers, parce que quand vous êtes une compagnie d'assurance ici, vous devez absolument avoir un certain niveau de cash, d'accord? Un certain niveau de cash annuellement. Donc je rappelle ici que c'est une entreprise, on va dire ici qui rapporte à peu près, qui ramène à peu près 250, 260 milliards ici en termes de premium, ok? On consomme ici 210 milliards ou 211 milliards ici, disons 211 milliards ici en termes, 210 milliards ici en termes de dépenses pour les frais médicaux. Donc il reste à peu près, disons, une cinquantaine de milliards, on va le dire comme ça pour faire simple. Une cinquantaine de milliards avant les coûts d'exploitation, etc. Et vous allez également voir ici, admettons qu'on a un problème un jour et que les dépenses en termes, les coûts ici en termes de santé ont augmenté, etc. Et qu'on se retrouve, tous les premiums qu'on reçoit, tous ces premiums-là, on les dépense ici en frais médicaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tendance ici à aller puiser dans nos réserves de cash. Est-ce qu'on a donc des réserves de cash? C'est ça qui est important. C'est à cette partie-ci qui m'intéresse. Donc, on a près de 27 milliards en cash. On a également cette partie-ci qui sont des investissements ici à long terme. Et il faut également regarder cette partie-ci, Other Long Term Assets. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des investissements également à long terme qu'on a ici? Donc, est-ce que c'est liquide? Si ce n'est pas liquide, qu'est-ce que c'est exactement? Il ne faut pas laisser ça à ce niveau-là. D'accord? Donc, medical cost payable, etc. Ces deux parties-ci auront tendance à aller dans le même sens. Donc, le current liability doit toujours au moins être l'équivalent ici du current asset. Mais quand vous constatez ces deux éléments, si vous allez vous rendre compte ici qu'on a à peu près un déficit d'à peu près 20 milliards ici, mais attention, il faut toujours prendre en compte ça, c'est parce que c'est pas du cash, c'est pas de la liquidité ici, d'accord, mais c'est considéré ici comme de la liquidité normalement parce qu'elle peut revendre ses investissements-ci afin de pouvoir dégager le 20 milliards de différence. Donc, les deux vont dans le même sens. On regarde également la dette ici. Donc, en fait, mon problème surtout avec cette compagnie-ci, c'est la façon dont la façon dont elle se présente par rapport aux autres entités. Ok, on a le segment United Healthcare ici, qui marge à 7% à peu près, et on a le segment Optum ici qui marge à peu près à 8% par là. Ok, donc on va se dire ici que ces deux segments-là sont distincts, ces deux entreprises ici en une. Donc parce que si elle était juste une entreprise de santé, elle aurait eu à peu près des marges de 7%, on aurait eu des actifs tangibles nets par action, mais avec son segment ici Optum, ce segment-là lui permet ici de pouvoir à peu près avoir une rentrée d'argent à peu près certaine chaque année, ce qui lui permet ici de pouvoir, d'accord,
payer les frais médicaux, etc., au-delà même d'avoir un bilan financier assez solide. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre à peu près de cette compagnie. C'est un peu, voilà, c'est pas très précis, on va le dire comme ça, d'accord? Donc, on va vite parce que c'est pas une entreprise qui m'intéresse personnellement ici, mais je l'observe de loin, ok? Donc, présentement, je suis en train de lire dessus. Peut-être que je vais faire une note d'analyse par rapport à ça quand j'aurai terminé. Mais ça reste ici que c'est une entreprise assez intrigante. Donc, je ne vais pas l'évaluer de la même façon que les autres entités. D'accord? Il faut faire attention. Si on ne va pas l'évaluer de la même façon que les autres entités, qu'est-ce qui va se passer présentement ici aujourd'hui? Donc, elle est présentée un peu comme une compagnie de services médicaux. D'accord? Donc, c'est ça qui m'intrigue justement. Donc, on va regarder la marge brute ici. On va regarder ici l'évolution du net income et des free cash flow parce qu'ici, on va regarder les free cash flow malheureusement. Donc, on check les free cash flow ici. Vous voyez que les free cash flow sont de plus en plus élevés. Les net income également sont de plus en plus élevés. Donc, on a les net income, les free cash flow parlent à peu près le même langage. Donc, je prendrai ici les net income en termes d'évaluation. Maintenant, vu que cette compagnie-ci est une compagnie d'assurance, normalement, les compagnies d'assurance ne s'échangent pas comment on appelle ça, ne s'échange pas généralement à des PER très élevés par rapport au risque, etc. Mais celle-ci s'échange à des PER très élevés par rapport à ce type, aux entreprises qui exercent dans le même secteur qu'elle. Et c'est ça qui m'intrigue. Je n'ai pas envie de me dire que celle-ci, elle est plus exceptionnelle que les autres entités, mais il semblerait-il qu'il y a quelque chose que je dois regarder en profondeur ici. Cette compagnie-ci m'intrigue énormément. Donc, je dirais ceci. Prenez ce que je vais vous dire ici vraiment avec des pincettes. Comme d'habitude, hein, et encore plus avec ce genre de compagnie ici. Parce que ça m'intrigue beaucoup. Moi, payer 20 fois les bénéfices pour une compagnie d'assurance, ça me stresse un tout petit peu. Ok, donc vous voyez, c'est une compagnie ici qui se négocie jamais à 20 fois les bénéfices en moyenne, d'accord? Sur les 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on paye même 21 fois les bénéfices. Donc, on va le garder ici à 20 fois les bénéfices. En termes de net income ici, voilà, en termes de marge ici, donc net income margin, on va regarder les marges de net income. On a à peu près quelque chose d'assez stable, c'est une bonne chose. Et ça peut déjà vous dire ici que c'est une entreprise qui a l'habitude d'être très très bien gérée. Donc sur les 20 dernières années, on a des marges ici de 5%. Sur les 10 dernières années, on a des marges de 5,27%. Sur les 5 dernières années, on a des marges ici de 5,71%. Alors, qu'est-ce que je dois prendre ici comme marge? Moi, je prends toujours la médiane, vous savez. Donc 5,71%, c'est ce que je prendrai ici. Donc on va aller là, 5,71%. 5,71. Donc, ce qui veut dire que par rapport aux bénéfices nets ici attendus pour l'année prochaine, il faut également mentionner que nous avons une compagnie de croissance en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ces deux segments ici sont toujours en croissance. Les analyses s'attendent ici à peu près à 359,62. Donc, je vais mettre ici à 360 pour faire simple. 360 milliards ici. D'accord? Donc, on est de plus en plus optimiste depuis plusieurs années ici. Et admettons même qu'on va en année N+3. Donc, en 2026 ici, on s'attend à peu près à avoir combien? On s'attend à peu près à avoir quelque chose en tout de 420. D'accord, 422 milliards. Donc, si on prend ici avec le 360, multiplié ici par 0,571, on arrive ici à combien? On arrive ici à 20 milliards. 20 milliards ici fois 20 fois les bénéfices. Ça vous donne ici combien? 411 $ l'action, 411 milliards. 411 milliards ici, moins la dette nette. D'accord, on va enlever la dette nette ici. OK. Moins la dette nette, on a une dette nette aux alentours de 34,26. Donc, je mets ici, oui, 34,3. Donc, moins 34,3 divisé par le nombre d'actions. Et ça, c'est pour ça que j'aime cette compagnie ici. En termes de nombre d'actions, elle rachète massivement ses actions. J'aime ça. D'accord? Donc, on a ici 947 millions. 947 millions d'actions, donc divisé ici par 0,947. Ça nous donne ici au total une valorisation aux alentours de 398 $ l'action. Donc, ici, à X20, d'accord, ça donne ici 398 $ l'action. OK? Avec à peu près des revenus estimés de 360 millions. OK? Donc, admettons maintenant, d'accord, on va mettre ici 360, et ici, on va mettre combien? 422, donc je vais mettre ici 400, on va mettre 422, on va le faire comme ça, simple. OK? Donc, maintenant, admettons maintenant que nous avons une compagnie ici en date d'aujourd'hui, voilà, tout se passe bien, le 422 milliards est atteint et qu'on garde à peu près les mêmes marges de 7,71% ici, avec une dette nette toujours équivalent ici de près de 34 milliards 200, 34 milliards 300, donc fois 20 fois les bénéfices ici, moins 34 milliards 300, d'accord, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, 0,947, ça donne ici une valorisation aux alentours de 472 $ l'action. D'accord? Donc, X20, 472. Donc, 472 $ l'action. Donc, 472 ici. On va mettre ça ici, à peu près là. OK? Donc, ici,
c'est avec un revenu de combien? 422 billions, d'accord? Un revenu ici de, disons, on va mettre ici 2026, pour faire simple, donc on met comme ça, 26, généralement, voilà. Et à ce niveau-ci, c'est, voilà, un revenu ici estimé de 2023, 23, à combien? On est à 360, ok, 360, ok? Donc, on ferme ça. Donc, en date d'aujourd'hui, dépendamment de là où est-ce qu'on se situe, on va se dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui est correctement évaluée. Parce que techniquement, même si on trouve ici 398 $, ici, l'action plus ou moins 20% ici de marge d'erreur, on va tomber à peu près dans les 494 ici. Donc, je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée. D'accord? Sur la deuxième entité ici, on va dire que l'entreprise est correctement évaluée ici. Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je pense que même si on prend en considération la croissance, c'est pas assez intéressant ici. Maintenant, cette croissance-là peut être très élevée dans le temps, peut être de plus en plus élevée dans le futur. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est une entreprise également qui est en train de faire une acquisition présentement. Il y a une acquisition qu'elle est en train de faire en date d'aujourd'hui. Il semble-t-il qu'il y ait quelques petits soucis, etc. au niveau de cette acquisition-là. Mais si c'est validé, ça pourrait être une entreprise qui peut avoir des revenus de plus en plus élevés dans le futur. OK? Ben, elle m'intrigue énormément. Et je peux comprendre ici que les gens sont très intéressés parce que, voilà, elle a produit à peu près... elle a un parcours boursier ici très intéressant à regarder. D'accord? Donc, en termes de price action, etc., c'est très beau à voir. Mais maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce que le prix actuel pourrait être intéressant pour moi. Moi, en date d'aujourd'hui, je préfère rester sur les lignes de côté. Donc, idéalement, c'est une entreprise, s'il fallait l'acheter en date d'aujourd'hui, enfin, si on ne prend pas en considération la dette, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et la dette même, est-ce qu'elle a une énorme dette? Je dirais que non. Donc, en termes de PER ici, je dirais le prix actuel, voilà, on est au niveau de la moyenne. Hein. Donc, tout dépend également ici de la croissance. Si le volume de croissance continue à être de plus en plus élevé, ça pourrait être intéressant ici. C'est pour ça que je dis, c'est pas comme si cette compagnie-ci est surévaluée. Tout va dépendre de la croissance future. Celui qui paierait le prix actuel ici aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va surpayer, mais je ne m'attends pas à grand-chose également dans le futur. Okay? Idéalement, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser aux alentours des 400, disons 300 $ par là, 300 $, 250 $ par là. Okay? Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention. Ça reste une compagnie d'assurance. Essayez d'aller regarder pourquoi est-ce que cette compagnie-ci ne se négocie pas comme les autres entités. Parce que là, on est dans le segment ici de Healthcare Provider and Services. OK, je vais aller aux États-Unis chercher les Healthcare Provider and Services. Donc, on va ici, on prend Healthcare Provider, donc je vais fermer ça. On va prendre là, on va mettre ici les industries. On cherche quoi? On cherche Healthcare, Healthcare Provider, on va mettre ça comme ça. Où est-ce qu'on a? J'attends juste que ça vienne. Alors, Healthcare Provider and Services, c'est ça qu'on prend. Voilà, on les met là. OK? Maintenant, je vais enlever quelques éléments ici parce que toutes ces entreprises ne se négocient pas de la même façon ici. Donc, on va juste fermer ça. OK, on va prendre toutes les plus grosses ici. On ferme ça. Voilà, on a 95 entités ici. Je vais prendre les plus grosses. Donc, United Health, vous avez Elevance Health, vous avez CVS, vous avez Cigna Corporation. Je pense qu'on a déjà étudié Cigna Corporation ici dernièrement. Donc, c'est une compagnie ici d'assurance, d'accord? Donc, elle n'est pas exactement comme United Healthcare. Donc, vous allez voir ici que elle se négocie à 12 fois les bénéfices. Et quand vous allez regarder ici, c'est price to earning ici, les 12 derniers mois, on prend ici la médiane. Vous allez constater que cette compagnie ici a tendance à se négocier à des PER aux alentours de 14-15 fois les bénéfices. Ce qui est tout à fait normal pour une compagnie d'assurance. Est-ce qu'elle a des actifs tangibles par action de plus en plus élevés? On regarde ici, le tangible ici est négatif, mais il faudrait regarder parce qu'elle a fait une acquisition ici dernièrement. D'accord? Donc, le temps que la balance ici s'ajuste en conséquence, donc il faudrait aller en profondeur à ce niveau-ci. Donc, avant cela, avant l'acquisition, vous voyez ici qu'on avait des actifs tangibles de plus en plus élevés année après année. OK? Mais semblerait-il que dans le segment médical, dans le segment ici de l'assurance santé, que ce soit à peu près quelque chose de très, très différent.
peut-être que la façon de gérer le risque ici est totalement différente d'une compagnie qui exercerait dans le secteur d'assurance, mais assurance ici, disons, assurance habitation, assurance, voilà, assurance automobile, ce genre de choses-là. Donc c'est important d'aller regarder. Moi, présentement, ici, ça m'intrigue un tout petit peu. Comme je l'ai dit, c'est pas un secteur que je connais en profondeur, le secteur des assurances santé ici, mais ne soyez pas, faites attention, parce que quand je vois un concurrent s'échanger, ou bien la moyenne du marché aux alentours de 15 fois les bénéfices, je ne vais pas aller essayer d'être plus intelligent que le marché. On peut essayer de regarder ici, par exemple, si on prend comment on appelle ça, les PER moyens ici, je pense que je les ai. PER moyens, on va mettre ça ici. On descend, on descend, on descend. Je pense que j'ai il y a une moyenne. Voilà. La moyenne dans l'industrie ici, en date d'aujourd'hui, de 16 fois les bénéfices. D'accord? La médiane, même pas la moyenne, la médiane est de 16 fois les bénéfices par là. Et vous allez voir une entreprise comme celle-ci qu'on va nous proposer en date d'aujourd'hui à 20 fois les bénéfices. Donc, il faut faire attention. OK, même CVS Health ici, qui est une compagnie qui a un segment qui essaye de ressembler à United Healthcare ici. C'est une compagnie qui, voilà, avec l'acquisition de l'entité qu'on appelle, elle a pris, je pense qu'elle avait acheté une entreprise, j'oublie le nom de la compagnie, ou c'était, je pense que c'était Aetna, si ce n'est pas, Aetna, est-ce que c'est Aetna est-ce que Aetna encore, oui, je pense que c'était Aetna qu'elle a racheté. Justement, quand vous allez regarder cette compagnie-ci, il y a quelque chose qui, à l'intérieur, c'est, comment on appelle ça? Vous allez voir que le price to earning après l'acquisition a eu tendance à diminuer. Tout simplement parce qu'elle est devenue de plus en plus complexe. D'accord? Non, on ne va pas regarder le price, on va le regarder ici sur les 12 prochains, sur Next 12 months ici pour que ce soit ajusté. Voilà. Donc, ici, Next 12 months. OK, on va le mettre ici comme ça. Donc, vous allez voir ici que depuis l'acquisition du segment... comment on appelle encore ça, du segment healthcare ici, dans le segment ici assurance médicale, les PER ont eu tendance à fluctuer. Avant cette période-là, on avait des PER aux alentours de 17 fois les bénéfices, etc., 17. Mais depuis l'acquisition en question, voilà, hormis les problèmes qu'elle a eu à avoir, etc. Voilà, c'est une entité ici qui commence à avoir des PER très peu élevés et c'est tout à fait normal parce qu'elle devient de plus en plus complexe. C'est avant tout une compagnie d'assurance. Okay? Donc, ce n'est plus uniquement un vendeur une chaîne de pharmacie, mais c'est également une compagnie d'assurance. Okay? Donc, il faut faire attention avec ce genre d'industrie. En tout cas, je vous dis toujours, essayez d'aller au-delà du prix proposé ici aujourd'hui. Moi, en prenant en considération les PER actuels, etc., je sais que il y a quelque chose que je devrais aller regarder. Je ne sais pas pourquoi cette compagnie-ci a l'air extraordinaire par rapport aux autres. Est-ce que c'est par rapport à la croissance, etc. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une entité qu'on va acheter en date de jeu à 20 fois les bénéfices. Après, on se rend compte sur les 10 prochaines années, elle va commencer à s'échanger à 15 fois les bénéfices. Donc, elle reviendra à la moyenne de l'industrie. Je n'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. C'est pour ça que je veux l'acheter à un prix moins élevé que ce qui est proposé ici aujourd'hui. Donc, idéalement, à des PER qui pourraient ressembler à quelque chose à 15 fois les bénéfices par là. Donc, c'est une entité ici qui a dégagé à peu près $22 par action ici cette année. Donc, on peut s'attendre ici, si on l'achète à 15 fois les bénéfices, on peut l'acheter ici aux alentours de $330 l'action. Donc, à $330 l'action, ça pourrait déjà être assez intéressant. Au moins, on sait qu'au pire des cas, si le PER s'ajuste en conséquence, on l'aura eu à un prix assez intéressant. OK? Donc, il faut faire attention. OK? Ça reste que c'est une très belle entreprise. Ça reste une très belle entreprise. C'est juste que moi, que ce soit les compagnies d'assurance, les compagnies, les banques, ce sont des choses que j'évite généralement. La seule compagnie d'assurance que je peux encore cautionner, c'est non seulement c'est Berkshire Hathaway, mais également c'est Brown Brown. Donc c'est celle-ci. Brown. Je pense que c'est également un dividende aristocrate ici. Brown Brown. OK, celle-ci. Tout simplement parce qu'elle, ce n'est pas une compagnie d'assurance lambda. En fait, c'est un broker. Donc, c'est un middleman. C'est-à-dire qu'elle vend elle vend des polices d'assurance pour quelqu'un, pour d'autres entités. Donc, c'est-à-dire que United Hill va peut-être demander à Brown Brown de vendre des contrats d'assurance pour elle. Donc, Brown Brown a uniquement la force de vente. OK? Et elle est rémunérée ici à la commission. Donc, elle n'assume aucun risque en termes des risques d'assurance ici. Donc, elle n'assume rien du tout comme risque. Okay? Donc, une fois qu'elle a vendu la police d'assurance, la réclamation, ça sera au niveau de la compagnie en question, la compagnie pour la compagnie pour laquelle elle a vendu le risque d'assurance. Donc, par exemple, elle a vendu des polices d'assurance ici pour United Hill. Donc, si vous êtes malade ici, c'est à United Hill que vous allez aller réclamer. C'est elle qui va rembourser aux hôpitaux, etc. OK? Donc, ici, c'est la seule compagnie que j'aime, que je cautionne, c'est la seule compagnie que j'observe ici avec impatience et c'est la seule même qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices ici, sans souci. Tout simplement parce que c'est plus ici un service.
OK? Donc, elle est, voilà, on la met généralement ici dans le segment insurance, mais voilà, il faut faire attention. En tout cas, ceci n'est que mon avis, d'accord? Et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai dit ici aujourd'hui, prenez ça avec des pincettes, encore plus que d'habitude, tout simplement parce que ce genre d'entreprise-ci, je préfère être, peut-être que je vais continuer à améliorer, à accumuler des connaissances ici dans le secteur ici de l'assurance santé, mais pour le moment, je préfère me tenir à l'écart, regarder de loin. Est-ce que je veux dire que l'entreprise est surévaluée, si je dirais que non. Si on prend en considération ici la façon dont elle se négocie avec le temps, les possibilités de croissance, etc. Mais est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? Je dirais également que non. OK? Donc, moi, je veux dire également, je dirais que voilà, idéalement, c'est quelque chose qu'on aimerait acheter aux alentours des $300 l'action par là. OK? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez-y. Mais allez-y au-delà des chiffres qui sont proposés ici aujourd'hui. Ceci n'est que mon point de vue. OK? Donc, n'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium ainsi que dans la Top Newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci. Et on se dit à bientôt. Merci.